Et maintenant, nous allons donner la parole à Maurice Fernandez. Où est Maurice? Il est là. Voilà, alors, Merci. voilà, Maurice va vous parler de Neptune, la fin de l'illusion. Alors, qui est Maurice? Alors, Maurice intervient depuis les États-Unis. C'est un astrologue de renommée mondiale. Il pratique l'astrologie depuis plus de 20 ans. De tous ses livres, Neptune, La douzième maison et les poissons, ce livre est une référence pour la communauté astrologique, particulièrement pour l'astrologie évolutive. Maurice a reçu un prix pour service à la communauté dans le cadre de l'ISAR en 2022 et un autre prix pour sa contribution exceptionnelle à l'astrologie dans le cadre de l'OPA 2022. Et je vous invite tous à aller voir à partir du site source le site de Maurice qui est vraiment très bien et vous serez en relation avec tous les événements fort nombreux qu'il propose. Je vous invite fortement d'aller voir le site de Maurice. À toi, Maurice. Merci beaucoup, Catherine, et merci, Emmanuel, pour une présentation très informative avec mon Vesta sur mon nœud nord. Ah, Euh, Coïncidence. Alors, je veux partager mon écran. Merci d'introduire le livre que j'avais écrit, qui a été republié en 2018 sur Neptune, la douzième maison et le poisson, euh, sous-titré en français La vérité intemporelle ou éternelle. Et donc, euh, je pratique en général en anglais, mais c'est une opportunité pour revenir au français, qui est ma langue, ma première langue. Et comme vous le comprenez bien, euh, d'ailleurs comme Emmanuel, je fais un rapport entre la planète, le signe dont elle est maître et la maison qui correspond, donc la douzième maison du poisson. Et j'emploie aussi les, euh, les nouvelles planètes invisibles, les planètes Neptune, Uranus et Pluton comme étant principal maître des signes du poisson, du Verseau et du Scorpion. Donc, je clarifie mon point de vue à ce niveau astrologique. Donc, un peu de données astrologiques, astronomiques sur Neptune. C'est un cycle de 165 ans et à peu près 14 ans par signe. Maintenant, l'orbite, le cycle de Neptune est très régulier et d'ailleurs correspond très bien à Vénus, qui sont les planètes avec une orbite qui n'a pas beaucoup d'excentricité. Par contre, Pluton a beaucoup d'excentricité et Pluton peut rester de 11 ans à 30 ans dans un signe, alors que pour Neptune, c'est très régulier, ça reste 14 ans. Et Neptune, vis-à-vis de sa distance et de sa vitesse, euh, a un rapport immédiat avec le cycle d'Uranus, qui est 2 fois plus rapide. Donc, Uranus reste 7 ans par signe et a une orbite de 83 à 84 ans pour compléter son signe. Le cycle de Neptune avec Pluton est de une relation de 2 à 3, c'est-à-dire 3 révolutions de Neptune pour 2 révolutions de Pluton. Et vu que l'orbite de Pluton est excentrique, Pluton traverse l'orbite de Neptune quand il se rapproche du Soleil, ce qui s'est passé
à partir de 1979 jusqu'en 1999. Pendant 20 ans, Pluton était plus rapide que Neptune. Pluton est resté seulement 11 ans dans le signe du Scorpion, alors que Neptune reste 14 ans par signe. Donc, ils ont aussi une relation à ce niveau-là. Neptune a été découvert en 1846. Il y a toujours des événements importants quand des nouvelles planètes ou des nouveaux euh, objets planétaires, astéroïdes, centaures sont découverts. En 1846, le raffinement du pétrole a été accompli. La ruée vers l'or dans la Californie qui mène à cette illusion de richesse, ce besoin de satisfaction rapide et soi-disant, si on est riche, on va résoudre tous nos problèmes. C'est comme gagner la loterie. Et donc, on voit que l'or et le pétrole sont aussi des ressources naturelles, bien entendu. Et Neptune représente ce qui est à l'état brut, c'est-à-dire tout ce que la nature produit et donne gratuitement, mais qui n'est pas raffiné, qui est à son état premier et qui est donc une richesse, mais cette richesse doit être travaillée. Et donc, on voit que le pétrole doit être euh, extrait de la terre, doit passer par des raffineries, mais une fois que le pétrole est distillé et est raffiné, il a énormément euh, de valeur et d'utilisation. La deuxième partie du 19e siècle euh, a aussi vu un retour à la spiritualité après la Renaissance qui a mis une empreinte surtout scientifique au point de vue collectif. Uranus a été découvert un siècle avant, en 1700 et des poussières. Et c'était bien entendu la révolution industrielle, la révolution française et américaine, mais aussi cette concentration sur le rationnel, sur la science, sur la découverte de l'espace avec des télescopes. Et donc, on voit que les religions et tout l'aspect spirituel a été peut-être dénigré, a été moins respecté pendant cette période euh, avant que Neptune reprenne sa présence. Et donc, vers la fin du 19e siècle, le mouvement théologique a été établi. On voit aussi énormément euh, de yogis, de sages qui viennent de l'Orient, qui viennent de l'Inde, du Tibet, qui arrivent à l'Ouest, qui arrivent aux États-Unis et en Europe, et donc transmettent les connaissances du karma, euh, entre autres, et de la réincarnation, de la spiritualité dans la culture occidentale. Euh, Comme j'ai dit, Neptune, maître de du poisson, un maître moderne et de la deuxième maison par association. Et donc, on voit ici l'archétype qui se démontre par la planète, la maison et le signe, avec Jupiter comme maître traditionnel du poisson. Maintenant, juste une découverte très récente. Vous voyez ici une photo de Neptune qui est un bleu roi
très particulier. Mais en vérité, on vient de découvrir que Neptune est la même couleur que Uranus, avec de nouveaux outils et caméras plus sophistiquées. Donc, Neptune n'est pas vraiment un bleu différent. Si on va manquer ce bleu roi, je pense qu'il était très joli. Mais on retourne au bleu pâle. Et bien entendu, Neptune est une planète de gaz. Les trois planètes gazeuses qui sont les plus grandes, Jupiter, Saturne, Uranus, quatre planètes et Neptune. Et donc, voilà un détail. Et donc, si nous nous retournons à, à l'ordre naturel du zodiaque, euh, à cette distribution des signes dans une séquence qui est importante parce que chaque signe amène au signe suivant et a un rapport au signe précédent. Et donc, on voit dans notre thème que l'on commence notre vie, notre parcours dans la première maison, qui est associée à la maison du bélier. Mais en fait, nous sommes dans un cercle, peut-être une spirale. Et y a-t-il vraiment un commencement dans un cercle? Où commence-t-on? Alors, l'horizon est est le point de départ que l'on détermine dans un cercle. Et on voit que ce- cet horizon est, dans la plupart des systèmes de maisons, attribué à la première maison, l'ascendant, qui divise l'hémisphère, euh, comment dirais-je, upper hemisphere, c'est-à-dire l'hémisphère du ciel, de ce qu'on voit, avec l'hémisphère caché qui est en dessous de la Terre, et qui divise en fait la deuxième maison de la première maison. Que se passe-t-il donc entre ces deux maisons? Il y a une entente et un rapport très, très important qui nous font comprendre aussi la qualité de Neptune avec la qualité de la première maison. La première maison est là où on est allumé. On allume euh, notre conscience, de la même façon que on allume une voiture ou on allume l'électricité. Il y a une étincelle qui est allumée et qui allume notre conscience. Et donc, c'est une naissance de l'individuel, la naissance de soi. Le signe du bélier est le signe de moi, de je, d'exister. Et donc, cette existence dans la première maison représente donc le principe actif. De la même façon que un embryon qui finit la grossesse sort de la matrice du ventre de la mère et devient un être indépendant. Et donc, il y a un besoin de pousser, de prendre son destin en charge et de sortir de ce cocon qui protège l'embryon jusqu'alors. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la matrice? Dans la matrice, l'embryon est plus ou moins passif. Il est nourri par la mère, il est gardé en propre température, il ne doit pas se soucier de la survie matérielle. Tout est pris en charge par la mère. Et je reprends ce même thème en, en exprimant et en expliquant la deuxième maison et Neptune, qui représente non
la matrice maternelle, mais la matrice universelle. C'est-à-dire, dans la 12e maison, nous retournons aux sources, à la source de la vie avant le Big Bang qui nous a en fait divisés en euh, parts multiples. On retourne à la source, à la matrice universelle qui nous donne tout, qui nous donne de l'oxygène, qui nous donne la lumière, qui nous donne de la nourriture et qui nous abreuve. Et donc, dans la 12e maison, nous sommes passifs, de la même façon qu'un embryon est passif dans le ventre de sa maman, nous sommes passifs dans cette matrice cosmique et nous recevons tout. Donc, nous n'avons pas besoin de nous soucier, de nous battre, de faire attention aux dangers. Tout, tout est donné. Donc, on arrive dans un univers qui est déjà créé pour nous. Il y a déjà le soleil qui se lève chaque jour. Il y a des arbres qui donnent de la nourriture, des fruits, des légumes et qui peuvent nous nourrir. Et donc, nous arrivons dans cet état pur et premier euh, sans devoir faire aucun travail. Et donc, nous pouvons rester innocents, naïfs et positifs. Parce que si nous n'avons pas de danger, nous n'avons pas de souffrance. Sans souffrance, nous n'avons pas de défi. Et nous sommes protégés dans cette matrice universelle. Et donc, dans la 12e maison, et là où Neptune se trouve dans notre thème, nous pouvons avoir cette espérance ou cette mémoire de cette matrice universelle et nous pouvons avoir une certaine innocence qui souvent nous donne un esprit très positif et qui est en confiance totale. Maintenant, cette confiance totale peut aussi mener à une certaine naïveté, à faire confiance trop rapidement, à ne pas avoir de bonnes limites, parce avec Neptune, initialement, on n'a pas besoin de se sentir protégé. Il n'y a pas besoin de se protéger s'il n'y a pas de danger. De la même manière qu'un enfant, un embryon ou un enfant dans une matrice euh, est pris en charge et ne doit pas se soucier de danger. Et donc, dans cet univers neptunien, dans cette 12e maison, nous avons accès à l'éternité. Nous avons accès à ce qui est au-delà du matériel et qui n'est pas conditionné par le temps et l'espace et tout ce qui est individuel ou séparé. Nous sommes tous de la même source, comme notre association française ici. Et donc, dans de ce sentiment de connexion, nous sommes unis. Et si nous sommes unis, nous n'avons pas d'ennemis, nous ne sommes pas séparés. Quand je parle de l'éternité, je parle aussi de la vérité universelle. La vérité universelle qui est au-delà du temps et de l'espace. Ce qui est vrai partout, que ce soit à l'Occident et à l'Orient, que ce soit la nuit ou le jour, que ce soit du temps au Moyen Âge ou à la Renaissance ou euh, le temps où nous vivions dans des caves. Qu'est-ce qui est vrai universellement? Par exemple, on trouve par rapport à Neptune et la 12e maison, ce qui est vrai partout veut dire que nous avons certaines connaissances ou certains attributs qui nous rappellent de notre homogénéité,
des choses que nous partageons tous. Par exemple, le besoin d'être en bonne santé, le besoin d'être en sécurité, que je sois un arbre, que je sois un chien, que je sois un humain, que je vive au Moyen Âge ou que je vive maintenant, le besoin d'être en bonne santé est universel. Le besoin d'amour est universel. Il n'est pas conditionné par la culture, il n'est pas conditionné par une, le temps ou la géographie. Et donc, par Neptune, nous nous, nous, nous nous rappelons de notre identité qui est au-delà du temps, qui est au-delà de la dimension matérielle. Et donc, c'est aussi une mémoire qui nous donne de l'espoir, parce que la condition matérielle, le, euh, l'espace matériel est un espace qui est plein de défis, où nous sommes séparés, où nous sommes en compétition et où nous sommes face à beaucoup de défis et de dangers. Et c'est là où nous retrouvons euh, cette polarité. Tant que nous restons dans l'état de l'esprit qui est, qui précède notre naissance physique, nous sommes dans cette matrice universelle et donc au-delà de la souffrance et au-delà du danger, dans une vie éternelle, dans une identité qui est au-delà de l'individu, qui est une identité collective, une identité cosmique. Donc je me perds dans cette matrice. Je ne m'appelle plus Maurice, je ne vis plus dans le 21e siècle. Je suis, je suis tout et donc je ne suis plus moi. Mais dans l'incarnation, la descente qui, qui donc représente le triangle qui pointe vers le bas, nous descendons dans l'univers matériel et physique. Et donc, si nous retournons à l'ordre de notre zodiaque et de la séquence de tous les signes, cette naissance se fait en première maison et la matrice universelle est en 12e maison. Et donc l'ascendant est ce point où se détermine ce changement, où nous passons du passif à l'actif. Et nous commençons à former notre individualité, notre identité. Mais ce qui se passe en fait à partir de la première maison et du premier signe de feu, c'est que nous passons aussi au libre arbitre. Je ne sais pas si je traduis ça correctement. En anglais, c'est free will, c'est-à-dire la décision libre, le pouvoir d'avoir le contrôle sur notre destin. Alors qu'en 12e maison, nous sommes soumis au destin. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans un univers euh, qui est décidé pour nous. Alors qu'en première maison, c'est le début de notre capacité de faire des choix, qui commence donc dans le premier signe de feu et qui se termine au dernier signe de feu, le Sagittaire. Donc, du Bélier au Sagittaire, de la première maison à la 9e maison, nous sommes les maîtres de notre destin, nous prenons les décisions, nous prenons le contrôle de notre trajectoire. Et à partir du dernier cadran, 10e, 11e, 12e maison, c'est le destin qui prend le dessus. C'est d'ailleurs pourquoi Saturne est souvent interprété comme une planète difficile, parce que nous perdons le contrôle et nous devons nous soumettre à une autorité euh, qui est au-delà de nous.
si ce soit une autorité euh, humaine ou que ce soit une autorité spirituelle, c'est toujours un sentiment, comme Emmanuel disait, le karma, c'est quelque chose que l'on ne peut pas changer. C'est quelque chose que nous sommes soumis à ces lois. Ce sont les lois supérieures au choix humain que nous devons nous soumettre. Et donc, le dernier cadran, nous nous soumettons à une réalité plus vaste que nous. Et ça se termine en 12e maison. Et donc, nous devons comprendre que cette naissance et cette séparation est d'un autre côté importante, essentielle, mais elle est extrêmement difficile et choquante. Parce que nous étions protégés dans la matrice, nous étions passifs et en confiance, et maintenant nous devons assumer toutes tous nos problèmes et nous devons nous nourrir. Donc, la deuxième maison, le taureau, trouver de la nourriture, trouver les ressources. Troisième maison, Gémeaux, s'orienter, développer notre connaissance pour pouvoir faire sens, trouver le sens de notre vie, etc. Et nous arrivons jusqu'à la sixième maison, qui est la maison du travail, la maison où tout doit se travailler, où rien n'est gratuit. C'est-à-dire, je ne parle pas seulement de gratuit au point de vue financier, que l'on doit payer pour recevoir, mais je parle de rien n'est gratuit vis-à-vis du travail. On doit travailler pour être en bonne santé, on doit travailler pour être dans des relations, on doit travailler pour que notre vie fonctionne, le fonctionnement. Alors que dans 12e maison, tout est donné gratuitement. Le soleil est gratuit, l'oxygène est gratuit, la pluie est gratuite, la nature est gratuite. Elle est donnée par l'univers, par la création ultime. Et donc, cette polarité entre Mercure et Neptune, entre la 12e et la 6e maison, et ce besoin d'unir le choix libre, le contrôle humain et ce qui est au-delà du contrôle humain. Mais c'est une adaptation parce que là où nous avons Neptune dans notre maison, par signe et par maison et par aspect, il y a cette mémoire de, de cette connaissance universelle ou de cette sécurité universelle. Et donc, il peut avoir une résistance à naître, à être ici dans la dimension physique. Là où nous avons Neptune et toutes les planètes en 12e maison peuvent donner ce sentiment que c'est trop dense, que nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi on doit se battre, pourquoi est-ce qu'il y a des prédateurs et des victimes, pourquoi est-ce que il y a la perte et la mort et la souffrance. Et donc, il y a tout un travail et une angoisse existentielle dans ces domaines neptuniens. Et on va dire une résistance même à naître. Ce qui se trouve surtout, par exemple, si euh, le maître de la première maison est en 12e maison, ou alors le maître de la première maison est en aspect avec Neptune, il peut y avoir un conflit entre être ici et ne pas être ici. Et d'ailleurs, d'après mes recherches et certaines observations, je vois souvent que l'extrême de ce sentiment, qui est en fait le suicide et, et le désir de ne plus être ici, est souvent dans des configurations avec Mars et Neptune, Mars en 12e maison, des aspects entre Mars et Neptune et Mars en Poisson. Parce que cette dimension entre le bélier et le poisson
est exactement ce travail spirituel à pouvoir s'incarner, descendre et nous retrouver notre sécurité dans cette dimension matérielle. Et donc, euh, je vais expliquer, et c'est ce que vous pouvez aussi retrouver dans mon livre, dans tous les placements de Neptune par maison et signe, toutes les étapes du développement de Neptune. Ici, on commence par cette innocence, le miracle de la vie. Euh, tout, tout est donné, tout est gratuit et c'est magique. Dans cette conscience, dans cette première étape de Neptune, dans cette innocence, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas besoin de se battre, il n'y a pas besoin de créer, parce que tout est donné, tout est provided, provenu. Et c'est au deuxième stade où le traumatisme de Neptune est le plus difficile, parce que c'est là que l'on réalise par des chocs, par des expériences difficiles, par des pertes, que nous sommes dans la dimension matérielle et que le divin et la matrice cosmique ne sera plus là pour nous protéger, ne sera plus là pour nous sauver, et nous devons reconnaître qu'il y a des dangers et que nous risquons la souffrance ou que nous risquons de nous faire mal physiquement, émotionnellement. Et donc, c'est dans cette deuxième phase que le choc est en fait un choc de reconnaître que nous sommes ici, que nous avons incarné et que on ne peut plus retourner dans la matrice. Une fois qu'on est né, on ne peut plus faire marche arrière. Et donc la descente, vous voyez, du cercle de l'innocence, on descend dans la dimension matérielle. Et c'est là que Neptune représente l'expérience de victime, là où les innocents sont les premières victimes. Si un enfant n'est pas protégé, si une personne est inconsciente et qu'elle prend des risques trop grands, elle se met en danger. Et donc, Neptune peut montrer cette inconscience ou cette résistance à se protéger et à être complètement vulnérable, à ne pas faire attention aux prédateurs, à ne pas faire attention aux risques qui existent. Et cela peut se retrouver dans tous les domaines. Si j'ai Neptune en deuxième maison, je peux être inconscient avec la façon dont je gère mes finances et mes ressources. Si j'ai Neptune en septième maison, je peux être inconscient dans les choix de relations et donc être déçu ou être abusé même par un partenaire parce que il y a cette innocence et ce manque de vigilance, ce manque de protection. Et c'est seulement en troisième phase, après ce choc, qu'il y a une réaction où je me rends compte que je dois me protéger. Et donc, dans ce stade-là que on voit la polarité de la Vierge au Poisson, où la Vierge commence à prendre des précautions, à avoir des angoisses, à ne plus faire confiance à tout et à tous et à n'importe qui, et à discriminer ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui est vrai et ce qui est faux, et donc analyser les situations. Donc, dans cette troisième phase, c'est une phase de maturité où on s'adapte à cette dimension matérielle et on comprend qu'on a besoin d'avoir notre ego, qu'on a besoin de fonctionner et d'être protégé dans
le monde matériel et on doit se battre. Et donc, c'est dans cette troisième phase que l'on développe nos facultés, nos talents, et on met les choses on devient plus pratique à ce niveau-là. Et donc, ici, la flèche est droite, et donc on ne descend plus, on est arrivé, et on prend conscience de notre situation. Et donc, Neptune, en cette troisième phase, sera où la personne va éviter les défis, les dangers. Alors qu'en première phase, je suis nu. Je suis nu dans la nature et je vais sans protection, sans habit, physique ou spirituel. Maintenant, en troisième phase, je développe mon immunité. Et la première manière dont Neptune développe son immunité, c'est se cacher, c'est se retirer. Si je vois un danger, je reconnais le danger maintenant et au lieu de m'exposer au danger, je me retire du danger et j'attends que cette tempête passe ou que ce prédateur passe. Et donc, c'est vraiment la première façon de nous protéger, c'est le camouflage. Et dans cette troisième phase, on développe notre camouflage et c'est donc une première étape où on décide de ne plus être victime, de ne plus faire confiance naïvement et de prendre certaines précautions, même si c'est se cacher. Mais là, on peut développer notre immunité au-delà de se cacher et d'éviter en étant plus fort, en développant des outils, en développant des armes, en développant des facultés intellectuelles, etc. La quatrième phase de Neptune est aussi dans cette intégration matérielle qui nous donne en fait un avantage parce que vu que Neptune nous a ramenés, nous a connectés à cette matrice universelle, à la source de tout, il y a en nous, par cette deuxième maison, par Neptune, il y a en nous une capacité de se connecter à la conscience collective, à ces besoins que nous partageons tous, à cette homogénéité qui, ne, qui, malgré notre séparation et notre individualité, nous avons des points communs. C'est-à-dire, je suis en Amérique, vous êtes en France, on est dans un temps différent. Il est 11 heures chez moi, il est 20 heures, 21 heures chez vous. On est dans une autre, euh, dans un autre cadre, mais nous avons des points communs. Et donc, la capacité de trouver des points communs est retrouvée par Neptune. Et grâce à ça, nous pouvons nous reconnecter au collectif. Non seulement à une autre personne, ça sera Vénus. Vénus, c'est ma capacité de retrouver des points communs avec un amoureux, avec une famille, avec quelqu'un d'autre. Mais Neptune est notre capacité de retrouver les points communs globalement. Et donc, la façon que l'on peut tous répondre à l'amour, tous répondre aux besoins de sécurité, répondre aux besoins de protéger nos enfants, c'est universel. Et c'est grâce à cette connaissance et grâce à cet accès que nous pouvons aussi donner des services qui peuvent bénéficier le collectif. Donc, grâce à Neptune, nous pouvons donner un service qui se traduit aussi en notre profession. Euh, Par exemple,
en ayant Neptune en conjonction avec Jupiter, je peux trouver les points communs philosophiques avec mon audience. Et donc, je peux discuter, parler de certaines connaissances philosophiques et donner des informations à ce niveau-là. Et ça va être reçu par tout le monde parce que Neptune trouve cette homogénéité. Je vais vous donner un exemple aussi, point de vue politique. Beaucoup de personnes qui font de la politique ont besoin de Neptune et surtout des aspects entre Neptune et le Soleil ou Neptune et Saturne, qui se traduit aussi en ayant Saturne en 12e maison ou en ayant Neptune en 10e maison, etc. Pourquoi? Parce que Saturne représente la législation, les lois et l'autorité. Et donc, si Neptune est en conjonction avec Saturne, mon autorité peut être reconnue collectivement et je peux devenir euh, un politicien ou un leader. Ça se retrouve aussi avec les aspects entre le Soleil et Neptune, parce que le Soleil représente aussi le pouvoir de diriger et le pouvoir de mener. Et donc, si mon Soleil a un aspect avec Neptune, je peux mener collectivement. Donc, c'est une, bien entendu, je donne ça très superficiellement. Il y a beaucoup à développer à ce niveau-là. On n'a que 50 minutes pour parler d'un sujet très vaste. Mais je veux vous montrer et démontrer, en fait, cette trajectoire de descente et d'ascension. Parce que les trois dernières phases de Neptune, et quand nous reprenons conscience de notre esprit, et de notre identité qui est au-delà du matériel, notre identité spirituelle. La première phase de cette ascension est quand on va au-delà des angoisses. Les angoisses nous ont aidés à nous protéger. On a peur des crocodiles et on a peur euh, des prédateurs ou des agresseurs. Maintenant, en cinquième phase, on fait face à notre peur et on se dit, est-ce que je dois vraiment avoir peur de changer de travail? Est-ce que je dois vraiment avoir peur de changer de pays? Est-ce que je dois vraiment avoir peur de faire, euh, de sauter d'un avion et de faire du parachutisme? Donc, en cinquième phase, là où se trouve Neptune, on peut confronter nos angoisses et découvrir qu'il y a plus dans la vie, il y a beaucoup plus que notre petite, ce qui se trouve en face de nous. Et donc, on est invité à prendre des risques parce que l'on veut reconquérir notre esprit intemporel. En sixième phase, notre ego fait face à ses limitations, à ses limites. C'est-à-dire, c'est là qu'on retrouve Neptune qui nous dit, Monsieur Ego, tu peux pas tout contrôler, ou Madame Ego, vous pouvez pas avoir tout ce que vous voulez. Vous devez comprendre que vous faites part de quelque chose de plus vaste que vous. Je dirais que cette phase correspond à cette transition entre Jupiter et Saturne, entre avoir tout et être dans cette insouciance d'abondance jupitérienne, indulgence, et de comprendre par Saturne que maintenant, il y a quelque chose de plus vaste que nous, plus important que nous. Il y a des lois qui sont au-delà de notre contrôle que nous devons nous soumettre. Et donc, l'ego ici doit s'aligner, doit s'adapter à une vérité plus vaste. On retrouve la vérité universelle et le côté intemporel. Et ce qui mène à une réalisation en septième phase, la réalisation spirituelle de Neptune,
où nous retrouvons le fait que malgré que nous sommes dans un corps, que nous sommes dans une réalité où on doit se battre, où il y a beaucoup de dangers, de défis, on comprend aussi que notre réalité ne se limite pas seulement au matériel, que nous vivons en fait dans deux dimensions parallèles, le matériel et le spirituel, le temporel et l'intemporel. Et maintenant, cette connaissance est très importante pour nous dans ces temps-là, parce qu'on sait que le temps est représenté par Saturne et Neptune est l'intemporel. Et nous sommes déjà dans cette conjonction avec Saturne en Poisson, où il y a beaucoup de confusion au point de vue matériel et spirituel. Et on voit beaucoup de décomposition, érosion de nos structures physiques. Ce qui va être accentué quand la conjonction va se faire à zéro bélier, où donc le temporel et l'intemporel doivent communiquer. Ce n'est pas que l'un a raison et l'autre n'a pas raison. Tous les deux existent. Tous les deux doivent être considérés et tous les deux doivent coopérer. Et donc, nous sommes invités à devoir comprendre que nous vivons dans une existence temporelle, mais qu'il y a au-delà de ça. Et quand je dis c'est la fin de l'illusion, Neptune est la fin de l'illusion, c'est parce que au début, au point de vue saturnien, quand Saturne regarde Neptune, il se dit, Oh my God, cette personne est très naïve et elle vit en fantaisie. Mais quand Neptune regarde Saturne, Neptune se dit, cette personne est tellement limitée et elle ne voit que ce qui est en face d'elle, elle ne comprend pas qu'il y a au-delà de la survie matérielle et que euh, devoir payer notre loyer ou tous les besoins pratiques sont en fait un pourcentage minime de ce que la vie représente au point de vue spirituel. Et donc, qui a raison? Tous les deux ont raison. On doit faire la paix entre ces deux univers et c'est donc cette septième phase de Neptune où on se retrouve spirituellement, mais on doit aussi faire la paix avec notre incarnation. Parce que la plupart des personnes qui vont se découvrir spirituellement vont renier leur existence matérielle, renier les ressources physiques, l'attachement physique, renier la sexualité, la- a- accepter la chasteté, chasteté, comme avait dit Emmanuel. Et donc, si nous nous développons spirituellement vis-à-vis de Neptune, il y a un risque que l'on renie tout ce qui existe au point de vue matériel. Et donc, nous allons nous isoler dans notre monastère et renier l'existence physique, la sexualité, l'attachement aux objets physiques, aux possessions physiques et à notre corps physique. Alors que la réalisation réelle, je dirais, vis-à-vis de la fin de l'illusion de Neptune est de vivre dans la dimension physique et matérielle en comprenant qu'il y a au-delà. Et donc, c'est cette réconciliation de pouvoir mener une vie spirituelle dans un monde temporel. J'ai j'ai publié une vidéo cette semaine
vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, vis-à-vis de la conjonction qui s'est faite cette semaine entre Vénus et Neptune à 28 degrés Poisson. Et donc, Vénus et Neptune représentent aussi cette polarité entre le physique et le spirituel, parce que Vénus est le maître du taureau, qui est notre expérience dans le monde physique, le besoin de nourriture, le besoin d'être connecté à la terre, le besoin financier, de sécurité financière, et Neptune, le besoin de remonter, à transcendenter cela. Et donc, il y a toute une relation entre Neptune et Vénus qui est très complexe. Et donc, je vous invite d'écouter cela, c'est en anglais, mais vous pouvez avoir des sous-titres en français sur YouTube. Et je veux montrer cet exemple par ce qui s'est passé cette semaine aussi dans notre politique américaine. Vous voyez que Donald Trump a son Neptune en deuxième maison. Et donc, toute sa vie, premièrement, il est né dans une famille qui avait des biens. Et donc, il a reçu des biens financiers euh, sans devoir travailler initialement. Il s'est développé avec Jupiter aussi en deuxième maison et a développé sa fortune en ayant ce sentiment d'être invincible vis-à-vis des ressources financières. Et on voit aussi comme sa façon de gérer ses finances est complètement chaotique. C'est-à-dire, il a beaucoup d'argent et ça vient et ça part comme une rivière. C'est très fluide. Et d'ailleurs, maintenant, cette semaine, la semaine passée, quand il y a eu cette éclipse lunaire qui est justement tombée sur son Neptune, tout a été confisqué. Il a dû payer, il a été, comment est-ce qu'on dit, on lui a demandé de payer 350 millions de dollars à cause euh, il a été mis en justice par à cause de son manque de gestion et à cause de sa façon de gérer les ressources à New York. Et donc, une réaction à ces façons très fluides de manipuler les ressources. Et donc, quand l'éclipse s'est manifesté sur son Neptune, il s'est trouvé dans l'embarras, dans le perte de contrôle et au risque de perdre ses biens, inclus donc ses bâtiments et le Trump Tower aux États-Unis. Mais de cette même façon que Neptune a créé ce chaos et ce risque de tout voir disparaître, il a retrouvé cette semaine, avec cet aspect de Vénus-Neptune, quelqu'un lui a donné cet argent, lui a prêté, en guillemets, cet argent et pour qu'il puisse payer ses dettes. Et donc, c'est tombé du ciel. Et ça, c'est Neptune, c'est la magie de Neptune, que sans devoir travailler, sans devoir perdre ses biens, il y a eu un ange gardien dans son parti politique qui a réglé la somme et l'a sauvé. Et donc, Neptune représente aussi, comme je dis, cette charité ou alors ce pouvoir d'avoir quelqu'un dans le public que je ne connais pas personnellement et qui s'identifie, qui trouve des points communs avec ma situation et qui vient m'aider ou qui vient à mon secours. Et donc, c'est une situation tellement neptunienne du début à la fin. Il est passé par ces 7 phases de perdre son innocence, d'être innocent, perdre son innocence, tomber dans les angoisses, et puis
donc être sauvé en dernière minute par une personne qui a Neptune aussi en Vierge et qui a le même soleil que lui, qui est né un jour après et qui avait ce transit de Neptune. Je viens aussi retrouver cet exemple de Nick Vujicic. Je ne prononce pas ça très bien. C'est un Australien qui, qui est né sans bras et sans jambes, avec Neptune sur son ascendant, Neptune, Mercure d'ailleurs. Si on parle de Vierge et de Poisson, les deux maîtres de cette polarité se trouvent sandwich son ascendant avec quatre planètes en 12e maison, dont le maître de l'ascendant Jupiter. Et donc, Nick est né dans cette situation où sa descente de l'esprit, de la spiritualité, de cette matrice universelle dans son corps physique a été complètement traumatisante. Et donc, son corps est incomplet et déformé et il peut rien faire. Mais vu qu'il a une très forte 12e maison et il est Sagittaire en plus, il a pu retrouver sa force dans sa spiritualité et utiliser sa spiritualité pour aller au-delà du matériel. Et donc, on voit aussi Chiron, qui est dans le signe matériel du taureau, et dans 6e maison, qui est forme un iode avec Pluton et Neptune. Et donc, on voit cette blessure ou ce traumatisme physique dans l'incarnation physique du taureau qui représente cette blessure qui est inguérissable. C'est-à-dire, il va jamais avoir de pied et de main, c'est fini. Mais cette blessure devient aussi une raison d'être. Et grâce à Neptune, à retrouver son esprit, il retrouve la motivation d'exister. Au lieu de se suicider, et il a passé par là plusieurs fois, il, il retrouve sa force dans sa connexion avec Dieu. Et il devient religieux. Et devient d'ailleurs, on dit en anglais, motivational speaker, c'est-à-dire quelqu'un qui motive les gens grâce à ses serments spirituels. Et donc, on voit ici comme sa force spirituelle l'aide à conquérir ses, ses limites physiques. Mais on voit surtout comme cette descente du spirituel au matériel a été traumatisante. Cela dit, il a accepté son défi, il a accepté de vivre dans un corps limité et il a arrivé à faire tout. Il conduit, il nage et vous vous demandez comment est-ce qu'il peut nager sans pieds et sans mains, comment vous pouvez conduire sans pieds et sans mains. Et lui, il est arrivé à le faire. Et il a eu des enfants, il a formé une famille et donc il vit une vie, entre guillemets, complètement normale. Et c'est donc cette relation entre Neptune et Chiron, entre le Sagittaire et le Taureau, et la 12e maison et la 6e maison. Euh, nous pouvons bien entendu continuer à explorer toutes tous ces thèmes. Je veux juste peut-être montrer vis-à-vis de la France un dernier thème, Macron et Brigitte Macron, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, qui sont tous les deux nés avec Vénus et Neptune. Emmanuel en conjonction et Brigitte en opposition exacte. Et donc, on retrouve ici aussi cette connexion entre l'octave de Vénus à Neptune
comment est-ce qu'ils ont vécu cela? Et si on connaît leur histoire, bien entendu, vous la connaissez bien, c'est un étudiant qui tombe amoureux de son institutrice, qui est une relation qui n'est pas pratique, qui n'est pas acceptée dans les mœurs temporelles et qui est donc impossible dans ce monde physique, dans cette culture présente de ce temps et cet espace. Mais quand on est avec Vénus-Neptune, on essaye, je dis on essaye parce qu'on ne réussit pas toujours, mais on essaye d'aller au-delà du temporel. Et vis-à-vis d'Emmanuel et de Brigitte, cette identité, si je suis l'institutrice et si tu es l'étudiant, ce ne sont que des étiquettes. Notre amour est universel, notre amour est au-delà de, euh, de cette identité limitée. Et donc, vous voyez beaucoup de personnes avec Vénus-Neptune qui peuvent être attirées par des relations qui peuvent être très sincères, mais qui ne sont pas pratiques. Des personnes qui ne sont pas disponibles parce qu'elles vivent dans un autre pays, des personnes qui ne sont pas disponibles parce qu'elles sont déjà mariées, des personnes qui ne sont pas disponibles parce qu'elles sont en prison. C'est-à-dire que la disponibilité physique euh, n'est pas acceptée par l'universalité de Neptune. Et donc, j'ai trouvé cet exemple assez descriptif de ces énergies. Alors, merci de votre temps et de votre concentration. Et je voudrais bien entendu remettre, si vous êtes intéressé à notre Oui. conférence en Italie au mois de septembre avec Lynn Bell, ainsi qu'à New York avec Lynn Bell au mois de juin à l'Institut Omega. Merci beaucoup à l'organisation Source. Eh bien, merci, merci Maurice infiniment. Une vision vraiment très, très subtile de Neptune, des idées essentielles, infiniment profondes. Et moi qui ai beaucoup de planètes en poisson, j'ai été particulièrement touchée par ta conférence. Et plein de formulations intéressantes, la 12e maison, matrice universelle, la relation entre la polarité de la maison 6 et de la maison 12, le contrôle humain et ce qui est au-delà du contrôle humain. En fait, tout est passionnant. Il y a vraiment beaucoup de... Et j'ai vraiment beaucoup aimé la trajectoire de la descente et de l'ascension. Et tu introduis merveilleusement comment, le congrès sur Saturne-Neptune en parlant de ces deux polarités. Voilà, vraiment Merci beaucoup. un grand merci Maurice, c'était tout à fait remarquable et j'espère, je souhaite vivement que ton livre soit traduit en français. Ça sera, Il va être traduit ce mois-ci, il va être publié en espagnol. Alors, c'est un pas en avant. c'est un pas en avant, mais voilà, ben, on attend avec impatience la traduction de ton livre, tu vois. Merci. Voilà, un grand, grand merci à Maurice. C'était vraiment passionnant. Alors, est-ce que le chat donne... Alors, il y a des éphémérides. Je suis bélier ascendant poisson, j'ai Vénus à le soleil. Cela me concerne, je suis en accord total avec vous. Génial, oui, génial en français. Bah, bien sûr, merci infiniment. C'est d'une profondeur, effectivement, et d'une très, très grande subtilité. Je ressens tellement mon thème après vous avoir écouté, Maurice. Bravo pour cette conférence. Voilà, donc cela résume bien l'impression. Est-ce que j'oserais demander à Maurice, est-ce que tu as des planètes en poisson ou un amas de planètes en maison 12 ou Neptune angulaire? J'ai pas de planète en poisson, mais j'ai le maître de mon ascendant. Je suis ascendant cancer et j'ai la lune en deuxième. Et j'ai Neptune qui, qui fait aspect à presque toutes les planètes Voilà. de mon thème. Donc, très central à ce niveau-là. Voilà, voilà. Donc, il y a vraiment, vraiment, on a été touché par
un Neptune vraiment vécu. Et merci beaucoup, Maurice.